bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors super épisode pour vous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Romain Poite qui a déjà passé sur l'émission, donc il vient pour la deuxième fois. Si vous ne connaissez pas Romain Poite, il faut écouter épisode 57, l'art de la décision, où on parle de son métier d'arbitre comme Monsieur Poite. Il était 6 fois meilleur arbitre de France de l'année. Il a fait 3 Coupes de Monde, des 6 Nations, du Top 14, le Rugby Championship. Il a tout fait en tant qu'arbitre. Donc, nous allons profiter de son expérience pour parler de ce Coupe de Monde Rugby 2023, de parler de Poule C, mais aussi pour voir comment ça avance pour lui dans sa carrière, sa nouvelle carrière dans le staff de RC Toulon. Avant ça, je voulais dire merci à nos chers écouteurs. Et oui, notre cher écouteur Géraud, je sais que le mot est auditeur, mais en fait, nous, on aime bien dire écouteur parce qu'en fait, vous, des chers écouteurs, vous nous écoutez et vous auditez pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce terme avec plaisir. Donc merci beaucoup à vous, nos chers écouteurs, parce que nous sommes dans les top 5 podcasts Rugby France. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est pas mal pour 3 potes avec des microphones. On est juste derrière des grandes chaînes de radio comme Europe 1, RMC et Sud Radio. Donc, ça nous fait vraiment plaisir et c'est grâce à vous. Donc, merci à vous pour tous les partages, pour tous les likes, pour tous les reviews sur Apple. Ça nous fait du bien. Et merci aussi à nos chers écouteurs qui sont à l'international. Merci beaucoup parce que d'un coup, on est pour l'instant dans plein de top podcasts rugby dans plein de pays différents, dans les top 20. Par exemple, en Inde, en Suède, en Thaïlande, en Belgique, en Espagne et chez moi aux États-Unis. Donc merci pour vos écoutes et n'hésitez pas à partager avec d'autres francophones autour de vous. Ça leur laisse découvrir le pod pour le Coupe du Monde. Normalement, on sort les mercredis. Aujourd'hui, c'est le jeudi. En général, pendant le Coupe du Monde, ça va changer pas mal. Je vais essayer de tenir de rythme, de sortir un épisode tous les 2 jours après l'équipe de France joue. Donc, on va voir. Mais ça veut dire que ça peut être un samedi, ça peut être un lundi. Ça dépend un peu la semaine. Donc, la meilleure façon de ne pas rater un épisode, c'est de vous abonner sur votre plateforme de podcast de choix et sur YouTube. Donc, prochain épisode sur le Pool D, ça va être dans une semaine avec un certain Miguel Fernandez. Miguel, c'est qui ? C'est un super agent sportif. Il est agent sportif pour la moitié environ de l'équipe de France. Il est déjà passé pour parler de son côté, on va dire le côté business de rugby et aussi son métier d'agent. Donc, vous pouvez écouter épisode 47 et 78 pour vous préparer. Bon, assez d'admin, c'est l'heure de passer tout de suite à mon échange avec le remarquable Romain Poite et le Poule C de ce Coupe du Monde de France 2023. Mais avant ça, voici notre petite recap sur le match France-Fidji. Pack de potes, terrain 10. Allez, France-Fidji, il y a un charnière inédit, je trouve, avec Lekou et Hastois. Content de revoir Vincent et Jaminet. Il y a Croc qui a la même casque qu'Aldrit, c'est le capitaine dans l'absence de Dupont, avec Crétin qui est là aussi. Allez, face aux Flying Fidjiens, ça commence très fort pour nous. On est mis sous pression directe, mêlé à leur 5 pour nous, mais ballon perdu. La France avance quand même. Les premiers points, c'est pour nous 3-0. Jolie paire de centres pour la France aujourd'hui avec Danty et Vincent. Danty qui va nous procurer un pénalité. Et 43 mètres, c'est pas de problème pour Jaminet, 6-0. Andri teste la défense bien costaud des Fidjiens. C'est pas un job que j'aimerais faire. 3-3 pour Jaminet, donc 9-0 pour la France à 10 minutes. C'est au tour des Fidjiens maintenant. Bhatia est presque dans l'embut. Match un tout petit peu haché avec plein de pénalités et des en avant. On a eu des points, mais on n'a pas vu beaucoup de rugby pour l'instant. Tiens, un autre pénalité, Bhatia qui boucle Vincent et 3 points pour Fidji maintenant, 9-3. Le coup un peu hésitant, mais c'est Movaka qui inspire avec 2 énormes percées et des offloads. Temps fort pour les Bleus, mais opportunité loupée sur les 5 mètres. Peut-être Andrit aurait dû passer le ballon à Louis Biel-Biarré. On subit un peu, mais Croc et Andrit plaquent tout ce qui bouge. Louis Bébé galope mais oublie Vincent sur l'extérieur. C'est alors Movaka qui va faire le nécessaire. Premier essai pour les Bleus, 16-3. Jaminet toujours bon au pied. Comme repense Fidjien, essai immédiat pour les gros devant, 16-10. Nous aussi, on a des beaux bébés. C'est notre chouchou Uni Antonio qui pousse vers l'avant, 1 contre 3 Fidjiens pour marquer son 2e essai de sa carrière en bleu. Jaminet touche le poteau, 21-10. Dante démarre le 2e mi-temps bien comme il faut, avec un plaquage-grattage. Pénalité passe pour Jaminet, 24-10.
À 50 minutes, c'est difficile de refuser quand même le semi-trailer Radradra. Il marque son essai 24-17 à 58 minutes où il y a une grosse interception par Sekou Makalu. 50 mètres tout droit pour son essai tout en vitesse, 31-17. 61 minutes, le relève est là. Serra Hunt, il a un grand impact immédiat avec une jolie course, mais il s'est fait secouer sur le rock suivante. Moifona a des jambes dans le match, tout comme Movaka et bien sûr Makalu. Il reste quand même pas mal de rugby car les Fidjiens ne s'arrêtent pas. Ils flirtent avec la ligne d'en but pendant quelques minutes, mais heureusement pour nous, on avance par eux. 34-17 à la fin de ce match, un bon petit sparring avant le grand show le 8 septembre. Allez, on est super content d'avoir avec nous quelqu'un qui est déjà passé sur l'émission, c'est Roman Poite. Merci d'être de retour, Roman. Ouais, merci Thierry pour cette nouvelle invitation et avec grand plaisir pour partager ce petit moment ensemble. Bah, superbe. Bah, écoute, la dernière fois que nous avons parlé, c'était ton dernière année en fait en tant qu'arbitre professionnel. Nous avons parlé du métier de l'arbitre, mais depuis en fait le métier a changé pour toi. Est-ce que tu peux parler rapidement de la nouvelle fonction à Toulon? Oui, exactement. Mais dans ma dernière saison, j'ai été contacté par plusieurs clubs dont le profil que j'avais en tant qu'arbitre intéressé pour intégrer un staff. Et après de quelques échanges et de découverte des attentes concernant le rôle que j'aurais dans le club, ben, j'ai choisi le RC Toulon, dans lequel je suis contractualisé depuis un an déjà, et j'ai encore une année à faire avec eux et voir peut-être plus pour la suite. Mais une belle opportunité et assez inattendue, puisque moi, je m'étais pas projeté sur une reconversion de ce type-là. Mais ma foi, une belle aventure que j'ai pu apprécier déjà depuis un an. Et en parallèle, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur qui m'a permis de valider mon contrat et puis maintenant de poursuivre cette aventure. Ok. Et donc en fait, ton rôle, ça s'appelle spécialiste de la discipline et l'attitude au contact. Ça veut dire quoi en fait? Alors évidemment, je garde mon expertise par rapport à l'arbitrage. Donc je prépare les matchs en fonction de l'arbitre, en fonction de l'équipe qu'on va jouer. C'est un travail analytique de vidéo et donc je vais analyser les forces et les faiblesses de l'équipe, notamment par rapport à la discipline. Et ensuite, j'essaye de décliner les tendances de l'arbitre pour les joueurs, pour que tout le monde puisse travailler dans un certain confort de travail. Et au-delà de tout ça, toute la semaine, je travaille sur la règle, sur les adaptations de la règle. Et comme la zone de contact, c'est une zone d'affrontement qui est très légiférée et c'est là où on retrouve le plus de règles, eh ben je me passionne de ce secteur-là et donc j'essaye d'y travailler de la façon la plus précise pour donner des outils aux joueurs et optimiser nos formes de jeu. Donc, dès qu'ils ont des bons indices dans la poche pour la prochaine match, à la fois pour le contact et pour le rock et tout ça, mais aussi par rapport à l'arbitre, quelle est peut-être la meilleure façon d'aborder certaines choses avec la personne, si j'ai bien compris. En fait, c'est pas toutes les équipes qui ont un type de poste comme ça, en fait. Non, parce qu'il y a eu, alors il y a plusieurs arbitres qui travaillent avec certains clubs, des anciens collègues. Et c'est vrai que lorsque j'ai arrêté, il y a eu une opportunité qui s'est créée par rapport à l'arrêt de carrière de quatre d'entre nous, pardon. Il y avait Laurent Cardona, Cédric Marchat, Maxime Chalon et moi-même. Et il y en a certains qui ont été sollicités. Enfin, ben, les quatre noms que j'ai cités ont été sollicités par des clubs et se sont retrouvés aussi investis. Alors, ça a été sous des configurations différentes, puisque moi, je suis à plein temps. Et à l'époque, il y avait Alexandre Ruiz qui était à plein temps à Montpellier, qui avait déjà épousé la fonction un an auparavant et qui est maintenant manager d'une équipe de Pro D2, Soyaux Angoulême, et Okay. qui a vraiment suivi cette fonction d'entraîneur pour laquelle je pense il a énormément de compétences. Et est-ce que c'était un peu difficile d'adopter une nouvelle posture parce qu'avant il fallait être impartial et d'un coup tu es pour un seul équipe en fait. Est-ce que c'est un peu difficile cette posture aussi?
Mais c'est vrai qu'on n'est jamais supporter quand on est arbitre, puisque c'est un danger qui peut nous guetter dès lors qu'on commence à être spectateur et puis devenir supporter d'une équipe ou d'un joueur. On se met en difficulté pour la prise de décision. Mais j'avoue que je me suis surpris au début de cette nouvelle fonction à avoir des réactions un petit peu partisanes et plus profondes que ce que je pouvais avoir avant. C'est vrai qu'avant, il y avait une approche plutôt neutre. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un parti pris et on a envie que notre équipe gagne et ou en tout cas tire plein de bénéfices d'une rencontre. Donc c'est vrai que ça change la donne, mais après, je garde aussi le recul que l'arbitre pouvait avoir par rapport aux décisions et l'analyse qu'on peut en faire. Donc c'est un mix des deux, mais bien évidemment que mon comportement et mon caractère changent un peu. Ouais, c'est marrant que tu, après toutes ces années dans le rugby, tu le vis différemment après toute une carrière. Est-ce qu'il y a un peu de différence dans la relation avec l'équipe aussi? Parce que est-ce que c'est comme les gamins qui voient leur prof au supermarché? Est-ce qu'au début, c'était un peu difficile de trouver ta place? Non, enfin, moi j'ai pas eu de difficulté parce que j'étais assez respecté. Alors c'est assez égocentrique et ça fait pas preuve d'humilité, mais j'étais assez respecté parce que ça faisait longtemps que j'étais à ce niveau-là. J'avais de très bonnes relations avec les joueurs et ça s'est fait tout naturellement sans qu'il y ait de difficultés. Et après, moi j'ai voulu construire une relation de confiance et puis surtout de donner des outils aux joueurs sans être dans la répression et ni l'adversité comme j'ai pu l'être quand j'étais arbitre. C'était vraiment accompagner les joueurs et là maintenant je me sens plus comme un entraîneur que comme un arbitre dans un staff. Voilà, j'entraîne les joueurs à la discipline, j'entraîne les joueurs sur certains secteurs de jeu, mais de façon très légère, hein. Je veux dire par rapport au staff qui est en place, chacun a sa discipline et moi, donc, je reste dans la partie arbitrale, mais bon, non, non, je prends beaucoup de plaisir et dès le départ, j'ai eu de très bonnes relations avec les joueurs. Il y a eu quelques questionnements au début de certains parce qu'ils me voyaient un petit peu comme l'arbitre. Et puis après, quand on a appris à se connaître et à se découvrir les uns les autres, on a vite compris que c'était plus quelque chose sous une typologie d'entraîneur que vraiment sous une typologie d'arbitre ou de professeur d'école qui donne des leçons. Non, non, en plus, Ouais. j'aime pas donner des leçons. Donc, moi, c'est plus les aider à performer, les aider à s'améliorer quand il y a des difficultés qu'autre chose. En fait, c'est un staff un peu jeune, si je peux dire aussi, parce qu'il y a Mathieu Bastero qui rejoint le staff et Sergio Parézé aussi. Donc, avec toi qui avec tu commences ta deuxième année, c'est on va dire un bouffée d'air frais à Toulon. Donc, c'est chouette. Donc, congratulations d'ailleurs pour la victoire pour le European Challenge Cup. Donc, ça, c'est chouette et je te souhaite un bon saison pour le top 14 à venir. Bon, en plein de saison d'ailleurs, qui vient de démarrer. Ouais, on a démarré difficilement le week-end dernier alors qu'on avait une belle opportunité jusqu'à la 70e et puis voilà, mais bon, on apprend et chaque match nous donne son lot d'expérience et puis on essaie d'avancer pour faire en sorte que le club soit le plus haut dans la hiérarchie française et surtout que tout le monde puisse prendre du plaisir, que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs. Bah, par curiosité, tu avais dit que tu n'avais pas attendu de ce poste là où tu es, en fait, donc c'était un chemin qui s'est ouvert à toi. Tu voulais faire quoi, en fait? Ben moi, j'avais repris mes études à l'âge de 40 ans. J'avais fait un master, puis un bachelor dans le monde du management et du business. Voilà, j'étais plutôt parti sur justement travailler ou dans une entreprise ou alors je fais des interventions en entreprise aussi managériales sur la dimension humaine et à travers toutes mes expériences d'arbitrage. Ça marchait pas trop mal donc voilà, je continue à en faire un petit peu en parallèle. Mais c'est vrai que je m'étais pas du tout projeté sur un tel métier. J'avais envie de rebasculer dans le monde de l'entreprise. Et puis, ma foi, je me suis dit que c'était une opportunité à saisir et qu'elle se représenterait certainement pas dans quelques mois, voire dans quelques années. Donc, puis c'était une continuité par rapport à tout ce que j'ai été et tout ce que j'ai fait dans le milieu de l'arbitrage. Donc voilà, je me suis pas posé de questions, je suis parti là et après j'ai toujours aussi là, dans un coin de ma tête une opportunité de rentrer dans le monde du travail sur un caractère managérial. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que je suis assez riche dans les opportunités, mais il faut les entretenir. Et puis,
Et puis voilà, mais j'ai envie de vivre à fond, cette expérience-là. Et puis en tirer des bilans à la fin sans trop se poser de questions et essayer d'évoluer avec beaucoup de certitude et de compétences. Ouais, bah ça a tu vis à fond les choses, c'est superbe. En fait, c'est marrant parce que lors de notre dernière discussion, j'avais appelé l'épisode l'art de la décision parce que je trouvais la démarche que tu as avec tous les coéquipiers et je trouvais ça super intéressant cette démarche de décision. Et en fait, donc la dernière fois, on a parlé des nouvelles règles en fait qui étaient installées, mais maintenant qui me semblent sont entrées dans la mort. Donc 50-22, donc la règle où en fait c'était pour dédensifier le milieu d'attaque, faire un coup de pied. D'un un vrai arme d'attaque maintenant. Est-ce que c'est vraiment entré dans le mur, selon toi, dans le rugby international? Ouais, après c'est pas une règle qui est forcément beaucoup à laquelle on est énormément confronté parce qu'elle est arrivée tardivement par rapport au fait que les équipes plaçaient deux voire trois joueurs dans le dernier rideau pour justement parer au coup de pied long ou au coup de pied d'occupation. Et c'est vrai que peut-être allez, s'il y en a un tous les deux trois matchs, 50-22, enfin en termes de statistiques, je serais pas bon parce que j'ai pas les chiffres. Mais c'est pas quelque chose qui est véritablement calculé, qui est mis en place, mais qui parfois a quand même son lot de réussite et apporte notamment des avancées significatives pour les équipes qui bénéficient du 50-22. Mais non, c'est pas quelque chose qui a forcément été très appliqué dans le championnat. On reste toujours vraiment pour parler dans la continuité de ta question, on reste énormément dans la sécurité du joueur et notamment par rapport aux formes de plaquage. Cette année, on a des formes de nettoyage qui sont encore plus strictes et on l'a vu avec la première journée de top 14. Donc voilà, vraiment le credo aujourd'hui, c'est la sécurité des joueurs, quoi. Ouais, et en fait, on a vu là, lors tous les matchs de préparatoire aussi pour le Coupe du Monde, il y avait finalement the new bunker rule, où en fait une personne peut faire un carton jaune, mais peut-être ça peut tourner en rouge. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus? Ouais, donc en fait, c'est le bunker, ce qu'on appelle le bunker, qui sera appliqué pour la Coupe du Monde, la RWC 2023 en France, mais qui sera pas appliqué dans notre championnat ni en Coupe d'Europe, je pense. C'est simplement par rapport à des problématiques techniques, j'imagine. Mais tout simplement, voilà, dès lors qu'un arbitre révisera un jeu déloyal, là, il mettra presque systématiquement un carton jaune quand ça peut être un jaune ou un rouge. Et après, l'arbitre vidéo avec des collègues à lui aura toute la latitude pendant 8 minutes de réviser ce carton ou alors de le maintenir et puis le jeu continuera sans qu'il y ait d'arrêt. Ou alors, pendant que le jeu se déroule dans ces 8 minutes-là, il reviendra vers l'arbitre de centre et lui dira non, c'est un carton rouge, donc au prochain arrêt de jeu, le joueur sera exclu définitivement, plutôt que de revenir 10 minutes après son exclusion. Ouais, et ça, déjà, c'est démarré un peu de polémique. Déjà, il y avait Owen Farrell qui a fait un plaquage haut. Et en fait, c'est marrant parce que normalement, il y a un comité qui a dit, bah, finalement, il n'y avait pas de tout de sanctions sur lui. Donc, ça causait tout un problématique autour. Et en fait, j'avais pas compris. Le World Rugby a fait appel à cette communauté. En fait, je suis un peu perdu là-dedans. Je savais pas qu'il y avait un communauté indépendant et c'était pas le World Rugby lui-même. Bon, ce sont des juges, je crois que ce sont des juges professionnels qui siègent au nombre de trois ou quatre et ils prennent les décisions. Donc après, bon, c'est comme une cour de justice où on a des avocats, on a des gens qui viennent défendre les joueurs, etc. Mais il manquait peut-être la relation avec le sport et les attentes que World Rugby pouvait avoir. Et donc ça a été révisé. Bon, il a pris 4 semaines finalement Owen Farrell. Enfin, on parle d'Owen Farrell, hein. Moi, ça m'est égal qu'il prenne un 0 ou 4 semaines. Mais par rapport à la volonté de l'institution et ce qu'ils mettent en place, c'est quand même beaucoup plus juste que s'il avait rien pris parce qu'on voit que vraiment aujourd'hui ce que veut l'institution, c'est stopper les comportements qui sont dangereux pour les adversaires. Et donc là, on est en plein dedans. Et après, bon, c'est une polémique qui arrive avant un événement majeur. C'est vrai que c'est toujours dommageable. Mais à la limite, c'est bien qu'elle arrive. Comme ça nous permettra d'avancer et de tirer des leçons de ce qui s'est passé.
Ouais. Et il y a une autre règle aussi qu'on va voir dans nos Coupes de Monde, c'est que certaines personnes, il y a un peu, on va dire, c'est une relaxation des règles de transfert entre des équipes nationaux, ou des gens qui ont peut-être fait un ou deux sauts de sélection pour les All Blacks, ils sont capables maintenant pour jouer pour leur pays d'origine, on va dire. Ouais, ben c'est un petit peu partout dans le monde professionnel aujourd'hui. C'est les mutations humaines, hein, tout simplement. Et c'est vrai que pour un joueur qui avait eu une sélection et qui après pouvait, ben, notamment, tu as parlé de la Nouvelle-Zélande avec beaucoup de joueurs iliens issus des Tonga, des Fidji ou des Samoa et qui ont été qui allaient faire leur scolarité en Nouvelle-Zélande et puis qui étaient naturalisés et qui pouvaient jouer pour la Nouvelle-Zélande. Donc c'est bien aussi pour la Nouvelle-Zélande parce que c'est un tout petit pays et que ça leur permettait d'avoir un peu plus de vivier pour faire leur sélection. Enfin bon, nous, on n'est peut-être pas non plus un exemple, les Français, puisque on a eu des joueurs sud-africains qui ont été naturalisés et qui ont joué pour l'équipe de France. Peut-être redémarrer depuis le départ et puis de se dire à partir du moment où on a une sélection pour un pays, ben c'est fini, on a choisi son pays et puis même si on n'en a pas d'autres derrière, ben on peut pas non plus revenir. Après, il y a quand même un bon côté, comme je disais, c'est que ça permet aux Samoa, aux Fidji et par rapport à la Nouvelle-Zélande ou alors l'Australie, enfin c'est moins dominant en Australie, mais ça leur permet de récupérer des joueurs de grande qualité et qui leur permettent aussi de performer derrière. Ouais. Moi, je suis assez partagé sur ça. Et puis ça, c'est plus un aspect politique qu'un aspect sportif véritablement. Et si on parlait un peu de cette équipe d'arbitres pour de Coupe du Monde 2023, il y a certaines têtes connues. Est-ce que tu peux partager quelques noms qu'on va reconnaître? Et est-ce qu'il y a des newcomers, des nouveaux têtes qu'on devrait, on devrait connaître? Ben, il y a les indéboulonnables, comme on dit, et Wayne Barnes en fait partie. Non, c'est le haut du pavé, c'est véritablement les meilleurs arbitres depuis quelque temps, que ce soit Wayne Barnes, Jaco Pepper. Il y a Mathieu Reynal aussi en France qui est installé depuis quelques années. Après, il y a quelques jeunes qui arrivent, et notamment Nika, le Géorgien qui a de grosses qualités. Nous, il nous a arbitré en Coupe d'Europe. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir une ascension assez fulgurante et tout à fait justifiée et méritée. Après, il y a les sudistes, je les connais un peu moins, mais bon, il y a aussi Angus Garner qui en est à sa troisième Coupe du Monde. Non, c'est des processus qui sont établis sur 2 ans en gros. Donc même si les sélectionneurs ont déjà une idée et pendant 2 ans, faut faire ce qu'il faut pour être sélectionné et puis avoir de la continuité, avoir de la consistance sur son arbitrage. Ça n'empêche pas malheureusement de faire des erreurs, mais on va dire que c'est une continuité et il n'y a pas de discussion à avoir sur la sélection des personnes en Coupe du Monde, quoi. J'étais un tout petit peu surpris. Par contre, il n'y avait pas Harley Davidson que je suis pas mal parce que c'est quand même comment dire, c'est je sais pas comment dire ça en français, mais un frontier woman au niveau d'être arbitre dans les matchs pour les hommes parce que il me semble qu'elle a déjà fait U20 et le final de Coupe du Monde féminine. Je suis un peu étonné de ne pas la voir en fait. Ouais, après, on est juste à l'aube de justement ce partage par rapport au sexe où on est moins fermé. On le voit d'ailleurs, Joy Neville a été sélectionnée à la vidéo. Elle a fait beaucoup de matchs masculins, notamment sur des Coupes d'Europe, moi, même sur Champions Cup. Oli, on l'a vu, nous, elle nous a arbitré un match de challenge de poule. Et c'est quelqu'un qui monte aussi. Donc voilà, c'est petit à petit, il faut planter les jalons. Il y a toujours une attente particulière quand il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose de neuf ou quelqu'un de neuf dans le milieu. Donc une fois que ces personnes-là, ils ont confirmé toutes les attentes et toutes les projections ou les visions qu'avaient les sélectionneurs, je pense qu'il y aura des étapes qui seront un peu plus profondes à l'avenir, mais pour l'instant, malheureusement, peut-être, enfin, on va dire malheureusement ou heureusement, enfin, il y a que Joy qui est sélectionné en tant qu'arbitre vidéo, mais pourquoi pas, quoi.
Pourquoi pas avoir Ouais, peut-être en 2027, on l'espère pour Ali. Bon, on va passer tout de suite à ce pool C de notre Coupe du Monde 2023. Et en fait, je voulais t'appeler pour cet épisode par toi, tu as déjà arbitré pas mal de matchs dans ce Coupe du Monde avec ces pays-là. Donc, il y a qui dans la pool C? C'est Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie et Portugal. Donc, toi, tu as un certain passé avec certaines équipes. Ouais, ben en 2015, j'ai eu la chance de faire le match de la mort Angleterre-Australie, qui était ben, un petit peu dans la même configuration de poule où on retrouvait les Gallois et les Fidji. Et je sais plus s'il y avait la Géorgie. Et en 2019, ben, Géorgie, Pays de Galles, Australie, Fidji encore. Et j'avais dirigé ben, encore le match de la mort, Pays de Galles, Australie. Et malheur au vaincu. Non, non, c'est une poule toujours très relevée avec des équipes qui se connaissent. Mais je dirais que cette année, il y a vraiment un challenge. Il y a moins de domination de l'Australie. Il y a la confirmation qui est en cours des Fidji, même s'ils ont perdu contre les Français le week-end dernier. La Géorgie pointe le bout du nez. Le Portugal, moi, je les ai dirigés il y a 2 ans en qualification. Ils étaient allés faire match nul en Géorgie pour le tournoi B des destinations. Bon, il manquait quelques Géorgiens quand même, notamment devant, et ce qui fait souvent la différence pour cette équipe. Mais non, non, je pense que les Fidji et la Géorgie ont une carte à jouer pour surprendre et avec 2 équipes qui sont dans le doute quand même, l'Angleterre et l'Australie, des changements de coach récemment, ça peut avoir son importance, ouais, mais ça reste une des poules les plus relevées et avec des équipes comme les Fidji qui font du beau jeu. L'Australie aussi, c'est très tourné vers le jeu. Et puis les Géorgiens qui vont arriver avec leur tracteur devant qui vont essayer de mettre, et ils ont aussi des trois quarts, mais ils ont une grosse performance devant en général. Donc, non, non, c'est une poule qui est toujours intéressante. Malheureusement, c'est toujours la même. On a l'impression que c'est toujours la même d'une Coupe du Monde à l'autre. Mais bon, ma foi, c'est pour la beauté du spectacle. Et je pense que les gens qui ont acheté des tickets pour ces matchs-là, au-delà d'être supporters d'une équipe ou pas, vont s'y régaler, ouais. Allez, si on passe un peu dans les détails, on va parler de Fidji rapidement. Donc, comme tu dis, une équipe avec énormément de talent. Nous avons vu ça le week-end passé. Ils ont quand même manqué de beaucoup de matchs, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de matchs joués. Que 5 matchs en 2021. Il y avait un seul victoire en 2021. Un seul victoire sur 4 matchs en 2022. En 2023, il y a seulement 4 matchs. Donc, ça fait pas beaucoup sur les 3 ans, 3 dernières années. Mais dans les 4 derniers matchs, ils ont quand même gagné 3 contre les voisins de Pacifique, Tonga, Samoa et Japon. Ils ont un nouveau coach depuis 6 mois. C'était avant le grand Vern Cotter. Et maintenant, c'est Ouais. Simon Raiwalu, si je prononce bien, ancien Racing Man de 92, qui a quand même beaucoup d'expérience en international et qui a coaché beaucoup les avants, mais il me semble qu'elle n'a jamais coaché un équipe en tant que coach principal. Est-ce que 6 mois, c'est assez de temps, parce qu'il a pris l'équipe en septembre, est-ce que c'est assez de temps, à ton avis, pour faire son emprunt, on va dire, de façon positive sur une équipe? Ouais, je pense que après, j'ai 2 approches par rapport à ta question. La première, c'est que je pense qu'il sera plus sur le caractère humain de cette équipe qui arrive à maturité parce que c'est pas la même équipe que 2019, mais quasiment. Et on voit des joueurs qui jouent maintenant dans tous les championnats majeurs. Ne serait-ce que nous, on en a quelques-uns dans le top 14, donc qui sont pour jouer la Coupe d'Europe aussi. Ce sont des joueurs qui sont habitués et confrontés au haut niveau, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc j'imagine que Simon, il va plutôt être sur l'organisation et petit à petit peut-être à imprimer de sa patte la forme de jeu que cette équipe aura. Mais bon, après, j'ai pas assez d'expérience véritablement pour donner les clés de ce management-là. Mais c'est sûr qu'à 6 mois à changer, il vaut mieux être dans la continuité, faire quelques ajustements et privilégier le côté management par rapport aux égos et aux individus et faire jouer les gens à leur poste, à leur bon poste. Et nous, on est très fiers à Toulon d'avoir 2 joueurs sélectionnés qui sont YCA et Juta, Vainicolo, qui sont deux grands joueurs de top 14 et qui vont certainement beaucoup apporter à cette équipe. Puis c'est une équipe bon, qui est capable de tout, comme les équipes iliennes.
C'est-à-dire que ça peut être tout bon ou tout mauvais, mais bon, elle a l'expérience pour bien figurer. Et puis, c'est une équipe qui a toujours eu le caractère de jeu assez débridé. Donc, moi, j'imagine que ça peut être. De toute façon, tout le monde en a toujours peur des Fidji parce que ça peut être ou tout bon ou tout C'est mauvais. sûr. Et des fois, on peut avoir des certitudes et puis complètement se tromper sur la stratégie préparatoire du match. Donc, non, non, ça sera une équipe à suivre et qui connaît bien l'Australie, qui connaît bien l'Angleterre pour les jouer régulièrement. Pardon, Pays de Galles. Ils auront forcément leur carte à jouer. Et comme je te disais aussi, la confrontation Fidji-Géorgie pourra être intéressante. Ouais, ouais. Allez, pour quelques noms à retenir, il y a le centre de Lyon, Joseph Tuisova, bien sûr Radradra, qui a marqué dans les derniers matchs, les 2 joueurs dont tu as mentionné pour Toulon. Et le star dans la 3e ligne, c'est Botia, bien sûr, de La Rochelle. Ils ont, on va dire, aussi un mêlée ils ont fait face contre la France la semaine dernière aussi. Donc, beaucoup d'expérience, comme tu dis, dans les clubs européens. Mais en fait, l'autre moitié du club, ils jouent dans un seule équipe, de Fijian Drua, qui sont dans le Super Rugby. Donc, il y a quand même un grand noyau de cette équipe qui joue ensemble. Donc, difficile de dire qu'ils sont des favoris de ce pool, mais en fait, je trouve que c'est un pool, il n'y a pas de favoris. Ouais, ben je vais complètement dans ton sens ouais, donc des joueurs d'expérience dans les meilleurs championnats et puis des joueurs qui sont restés au pays et qui ont la volonté de construire cette équipe. Donc déjà une colonne vertébrale qui est quand même assez marquée puisque c'est pas des joueurs de plusieurs équipes exclusivement. Donc ma foi, avec l'habitude de la compétition du Super 15, ça peut être aussi révélateur de performance. Allez, si on parlait de Pays de Galles, on les connaît bien parce qu'en 2019, on a joué contre eux et on a perdu dans les quarts de finale. Et ils étaient contre l'Afrique du Sud, un match très très proche. Ils ont perdu 19-16 contre l'éventuel gagnant, champion. 2021, ils ont gagné les 6 nations, mais depuis, vraiment, c'est une équipe, je dirais, en déclin. 2022, ils étaient 5e dans les 6 nations. Même chose en 2023. Ils ont gagné que 2 victoires, 2 matchs dans 2 6 nations. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ils ont perdu quelques joueurs de clé, typiques, mais bien sûr, des mythiques Alwyn Jones, sans forcément avec un relais derrière. Dans le pack, il y a Thomas Francis, qui est le première ligne, on va dire, le plus connu, avec 70 caps. Deuxième ligne, assez léger, je trouve. Il y a l'exception de Adam Beard, qui est toujours sans barbe. Donc, il y a peu d'expérience, je trouve, dans l'attelage. Troisième ligne, un peu mieux, on va dire, avec Wainwright, une tête qu'on connaît bien depuis 2019. Et Faletau, aussi, le 8, qui est avec plus de 100 caps. De l'expérience au 9 avec Gareth Davis et Thomas Williams. Ils ont entre eux deux 100 cap. Et l'éternel, on va dire 10 de Pays de Galles, c'est l'efficace Dan Bigard, ton compatriote là à Toulon. Oui, après, faudra toujours se méfier du Pays de Galles parce que c'est un tout petit vivier de joueurs. Et moi, j'ai toujours été impressionné par la qualité des équipes nationales qu'ils ont eues. C'est vrai que pendant 2 ans, il y a eu un turnover au niveau du management et au niveau de l'entraîneur. C'était Pivac qui dirigeait cette équipe. Mais le Messi et le sorcier est revenu, Warren Gatland, et pour qui j'ai un profond respect, qui est, je pense, c'est un très grand entraîneur. Et on l'a vu avec quelques surprises pendant les matchs de préparation où tout le monde les trouvait, enfin, les avait enterrés. Donc, faut se méfier de cette équipe parce qu'elle est capable de se sublimer. Quand on voit le vivier qu'on a nous en France et comparé à celui qu'ont les Gallois, arriver à faire ce qu'ils font, comme l'Écosse d'ailleurs, par rapport au nombre de licenciés, voire même l'Irlande, c'est quand même assez magique. Il y a une génération aussi qui est arrivée à son terme. Les Halloween Jones, tous les joueurs qui se sont retirés et qui ont dit stop. Je pense qu'il y a aussi des problèmes au sein de la fédération, des problèmes financiers qui ont peut-être généré ces problématiques-là. Donc, mais après, ce sont des grands compétiteurs et qui sont capables même diminuer de faire des exploits. Donc, faudra se méfier de cette équipe-là et qui est en reconstruction, mais avec un entraîneur de grande qualité et qui est en train, j'imagine, de reconstituer un staff pour justement retrouver les sommets comme il les avait connus dans les années précédentes, quoi.
Et j'avais oublié de mentionner, en fait, c'est dans l'arrière, en fait, où ils sont le plus forts, je trouve. George North au centre, Josh Adams, Rio Dyer et bien sûr de Lightning Bolt, Louis Rhys-Zamet aussi en allié. Deux arrières qui sont très expérimentés, Lee Halfpenny et Liam Williams. Donc, en fait, comme tu dis, par rapport à un petit pays, ils ont beaucoup de bons joueurs. En fait, c'est marrant, ils ont beaucoup d'histoires contre ces deux équipes. Ils ont joué 7 fois contre Australie. Ils ont perdu 5, mais ils ont gagné 2. Donc là, comme tu avais dit, tu étais arbitre pour le 29 à 25 en 2019. Ils ont joué contre Fidji 4 fois. Ils ont gagné 3 de ces 4 fois. Et en fait, ça démarre. En fait, le premier match, c'est contre Fidji d'ailleurs. Donc ça va être un match hyper intéressant. Ouais, non, non, et au-delà de tout ce qu'on a dit dans cette poule, elle est vraiment très disputée, elle est très ouverte, parce qu'avec des équipes qui sont plus ou moins dans le déclin ou qui se posent beaucoup de questions, ne serait-ce que les Gallois et les Australiens, avec des équipes qui s'en posent moins parce que c'est plus un challenge et une belle aventure pour les Fidji, la Géorgie. Et même le Portugal qui essaiera de bien figurer. Moi, je me rappelle en 2007, le Portugal bon, n'avait pas gagné un match, je crois, ou très peu, mais qui avait très bien figuré. Et, moi, je me rappelle de l'Uruguay en 2015 qui avait quand même surpris les gens par rapport à leur niveau, même si pareil, ils n'avaient pas gagné de match. Mais bon, il y a vraiment un questionnement et pour revenir aux Gallois, les Gallois arriveront certainement à retrouver un niveau et après dans la compétition, on va dire qu'on se sublime. Donc peut-être qu'on retrouvera la force de ces équipes-là dominantes que sont l'Australie et le pays de Galles, ou alors une confirmation pour la Géorgie qui veut jouer le haut niveau en permanence, c'est-à-dire le tournoi Destination, et puis les Fidji qui sont quand même une équipe présente. Moi, je me rappelle d'un quart de finale à Marseille en 2007 contre l'Afrique du Sud. C'était un des plus jolis matchs de rugby que j'ai vu de toute ma carrière. Et ils avaient été à 2 doigts de sortir les Sud-Africains qui seront champions du monde à la sortie, quoi. Ouais, ouais, c'est une année intéressante. Et si on parlait d'Australie rapidement, je trouve que c'est un mini-implosion en fait depuis quelques semaines. Il n'y a aucune victoire dans le Rugby Championship, donc ça veut dire qu'ils ont perdu contre Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine cette année. La dernière victoire, ça date de 2022 où ils ont gagné quand même contre Pays de Galles. Un match triste, des matchs serrés en 2022. Ils ont perdu aussi contre l'Italie et contre nous par 1 point. De nouveau coach, bien sûr, c'est Eddie Jones. Il a dit qu'il fallait exploser l'équipe et pour le reconstruire, ils ont focalisé plus sur les jeunes. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé à la maison des joueurs de qualité comme Quade Cooper en 10 et Michael Hooper, quelqu'un avec 125 sélections, le capitaine depuis des années de cette équipe. Eddie Jones, il bagarre un petit peu avec des journalistes en Australie et en fait, je trouve qu'il a besoin de renfort parce qu'il a appelé l'ancien coach des All Blacks, quand même c'est assez incroyable, Steve Hansen pour aider pour 3 ou 4 jours juste avant la Coupe du Monde. Je trouve qu'il y a plein de stratégies qu'il essaie de mettre en place, Eddie Jones, mais ça me semble un peu risqué. Est-ce que ça va être payant? Ben écoute, l'avenir nous le dira. Et après, bon, Eddie Jones reste quand même un personnage mythique comme entraîneur de rugby. Après, peut-être difficile à cerner, mais bon, quand on voit les nations qu'il a entraînées, il a quand même un CV assez fourni pour justifier une telle position. Et c'est vrai que il cherche ses solutions et il a essayé de la chercher en rajeunissant cette équipe, en changeant certaines choses. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que la question elle est quand même plus forte que les Gallois de savoir s'ils vont arriver à avoir eu assez de temps pour construire une équipe et être compétitifs sur la Coupe du Monde, en sachant, comme tu l'as dit à juste titre, que le Rugby Championship ne s'est pas bien passé. Bon, après, il y a eu beaucoup moins de matchs aussi que les autres années. Année de Coupe du Monde, c'est toujours allégé. Mais bon, il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du lot pour l'instant. Donc,
Ouais, c'est marrant, comme tu le dis, bah, c'était une équipe avant que j'avais le sentiment de bien connaître il y a quelques années, mais maintenant je le connais pas du tout. Il y a quelques noms qu'on reconnaît, bien sûr, le capitaine de La Rochelle, Will Scatton, Richie Arnold, James Slipper et Nick White, le numéro 9 avec son super moustache. Et sinon, en fait, vraiment leur ailier Superman Korabete. Mais sinon, c'est pas une équipe que je connais très bien. Donc, normalement, on dit 2 places pour 3 équipes, mais comme tu avais déjà dit, bah, c'est 2 places pour 4 équipes parce qu'il y a Georgie qui sont vraiment un potentiel dans ce pool. Tu avais dit aussi match nul contre Fidji en 2021. Ils ont battu Pays de Galles, Italie, Uruguay en 2022. Un super pack comme on le connaît, mais aussi, bon, ils commencent à avoir des arrières derrière. Par contre, ils n'ont jamais sorti de leur pool, mais il me semble qu'ils ont gagné 2 matchs en 2015. Je pense que peut-être cette fois-ci, c'est soit eux ou soit Fidji qui peut peut-être sortir de ce pool. Ouais, peut-être les deux, pourquoi pas. Non, Ouais, non, non, après, bon, il y a toujours l'inconnu dans le sport qui est dominant, mais c'est une équipe pareille qui devant un pas qui est arrivé à maturité. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Bon, ils ont toujours eu des avants surdimensionnés, enfin pas forcément en musculature, mais avec des forces. Moi, je me rappelle de 2011 où j'avais fait un match la touche Angleterre-Géorgie et avec la grosse équipe d'Angleterre et les Anglais avaient déclaré après le match, c'est la première fois qu'on a aussi mal partout après avoir affronté des joueurs de rugby. C'est des gens très durs au mal là, et qui sont élevés dans la difficulté aussi dans leur pays avec toutes les problèmes qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que là maintenant, ils sont sur quelque chose de construit depuis plusieurs années. Il y a des trois quarts. Bon, on parle moins des trois quarts parce que ils sont moins mis à l'honneur, mais ils ont un petit ailier là. Je me souviens il y a 2 ans. Bon, ne me demande pas le nom parce que ça sera imprononçable, mais qui jouait casqué et qui avait des grosses qualités et qui était très jeune, hein, qui avait 24 ans, je crois. Donc non, non, il y a toujours des joueurs qui éclosent. Ben, ne serait-ce que Nignashvili de Lyon qui joue derrière, qui joue ailier, qui est un grand joueur aussi. Donc, non, non, c'est peut-être à la charnière, encore que la charnière est pas mal avec le 9 qui jouait à Montpellier, qui est parti maintenant. Mais non, non, ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Et puis, un capital confiance par rapport à leur pack qui peut véritablement les sublimer. Donc, pourquoi pas aussi la Géorgie se posera la question pour ces équipes-là, Fidji et Géorgie, c'est ne pas être timide, ne pas être timide et jouer leur chance à fond parce que c'est vrai que les autres années, tout le monde savait presque qui allait sortir de la poule avant qu'on ait joué les matchs. Mais aujourd'hui, ben, sans se poser de questions, on peut avoir des belles surprises dans quelques semaines. ouais, c'est une vraie opportunité pour eux. Et en fait, ils ont un petit lien aussi avec Fidji, où, comme on avait dit, un gros noyau des joueurs de Géorgie qui jouent sur la même équipe, en fait, qui s'appelle le Black Lion. Donc, il y a beaucoup, comme tu as dit, en France, mais aussi, ils ont beaucoup sur la même équipe aussi. Donc, je trouve que ça peut être un avantage pour eux. Allez, Portugal. En fait, on a quelques raisons pour soutenir cette équipe. Déjà, il y a pas mal de joueurs ici en France, donc 2 ou 3 à Béziers, à Saint-Montois, à Dax, aussi quelques joueurs dans notre top 14 à Perpignan, à Pau, il me semble, et aussi que le coach, Patrice, oh là là, Lagisquet, ouais. Deux coachs. Il y a même David Gérard, ancien seconde ligne et ancien coach de Montauban, dernièrement, qui est consultant pour les avants là-bas. Deux coachs français, ouais. Ouais, bah super. Lui, bon, il a 46 caps avec l'équipe de France, ancien coach de Biarritz, à les bonnes époques de Biarritz, 3 fois champion du monde, et ça fait un petit moment qu'il est là. Ils n'ont pas battu Georgie, mais je pense que l'année dernière, il y avait match nul en 2022. Donc voilà, donc s'ils ont fait match nul, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils ont leur chance de battre Georgie, Georgie ont leur chance peut-être de battre Australie. Donc en fait, tout le monde peut battre tout le monde un tout petit peu. Ouais, et puis ce sera des oppositions de style avec un jeu plutôt vers l'évitement et le War rugby côté fidjien, et eux peut-être un jeu plus fermé par rapport à ben, tout ce qui est phase statique et justement pour revenir sur le match de 2022, c'est moi qui l'ai arbitré quand il y a un Ah, match nul. Bon, il manquait quelques joueurs, mais voilà, ils ont rivalisé devant. Ils avaient des bons trois quarts aussi. Ils ont un bon petit centre, les Portugais. Ben, et puis, comme tu l'as dit aussi, c'est beaucoup de joueurs qui sont peut-être même nés en France
et qui, de par leur filiation et leurs antécédents familiaux, ont pu avoir des passeports portugais ou avaient déjà des passeports portugais à être sélectionnés. Donc des joueurs aussi qui connaissent peut-être un peu moins que les Fidji ou la Géorgie le haut du panier du top 14, mais en tout cas de la Pro D2 et qui vont avoir une carte à jouer. De toute façon, quand on joue une Coupe du Monde, ça va durer très peu de temps, donc il faut tout lâcher et tout donner pour justement mais pas avoir de regrets. Donc moi je dirais que bon, le Portugal est peut-être derrière les quatre qu'on a cités, mais cherchera certainement à faire valoir sa compétence et sa performance dans cette Coupe du Monde. Et donc, comme tu as dit, en fait, c'est à ces équipes qu'ils ont des opportunités de ne pas être frileux, de pas être timide et d'aller à fond. Et moi, donc, je trouve ça super juste. Et je trouve que quelque part, stabilité aussi, ça va être super important. Où je trouve que Pays de Galles, il n'y a pas beaucoup de stabilité en ce moment avec un changement de garde, on va dire. Australie, c'est pas très stable non plus, mais peut-être c'est finalement Fidji et Géorgie qui ont le plus de stabilité dans leurs équipes, je trouve. Ouais, d'expérience, on pourra parler de l'expérience, évidemment, même si il y a quelques joueurs d'expérience dans les grandes nations que sont le Pays de Galles et l'Australie, tu les as cités, mais des équipes qui se poseront certainement moins de questions que les favoris, entre guillemets, qu'on peut voir, c'est-à-dire Pays de Galles et Australie. Et moi, j'ai envie de dire que même les Fidji sont favoris dans cette poule aujourd'hui. Et après mettre la Géorgie peut-être un peu en deçà de ça, mais très proche. Donc sans pression, mais peut-être que ça peut le faire. Et puis l'expérience de ces équipes qui s'est construite sur les années pourra peut-être avoir aussi son importance, notamment dans des matchs qui seront proches et la façon dont ils vont être gérés par les joueurs eux-mêmes sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, celles qui sortent de ce pool, bah, ils sont pas face aux Irlande, Afrique du Sud ou France ou Nouvelle-Zélande, mais c'est plutôt contre un autre pool qui est un peu, on va parler de ça la semaine prochaine, mais le pool D, où on va dire c'est un Angleterre qui est pas très fort en ce moment, il y a Argentine, il y a peut-être Samoa aussi, donc c'est ce côté-là du bracket, comme on dit, c'est assez ouvert. Ouais, et puis tu l'as dit, pour toutes ces équipes iliennes qui sont bon, un peu moins les Tonga, mais le Samoa, les Fidji, ce sont des équipes qu'on attend en fait à chaque fois au tournant et qu'on se dit qu'il peut se passer quelque chose. Donc voilà, l'avènement aussi des Géorgiens, la stabilité des Italiens, même sinon on peut toujours dire qu'ils gagnent pas énormément de matchs, mais il y a quand même du beau jeu de voir jouer l'Italie. Ils sont pas très loin des grandes nations du Nord. Donc voilà, il y a des équipes qui auront peut-être des opportunités. Alors c'est moins vrai qu'au foot où des fois il peut y avoir des grands écarts par rapport au nom des joueurs, l'expérience des joueurs et tout. Mais en rugby aujourd'hui, on peut se dire que c'est vraiment 50-50 pour ces équipes-là qui sont des challengeuses, mais qui ont aussi à faire valoir une certaine expérience de la compétition et du haut niveau. Une chose, c'est sûr qu'on va bien s'amuser pendant ce Coupe du Monde. Roman Poit, on te remercie énormément d'être là avec nous à Pacte Pot et j'espère à très bientôt. Merci Thierry et à très bientôt et bonne Coupe du Monde. Allez, grand merci à Roman Poit d'être revenu sur Pacte Pot. C'est vraiment très gentil de sa part. J'adore la générosité dans ce monde de rugby. C'est vraiment fantastique. Donc, revenez la semaine prochaine sur le pool D avec Miguel Fernandez. N'oubliez pas d'écouter l'épisode 47 et 78 si vous voulez connaître un peu plus sur le métier d'agent sportif en amont. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un super semaine et bon match pour la France contre Australie. Allez, à très bientôt. Bye bye.